pour ma part, je suis pas né à Grasse, mais j'ai grandi à Grasse. Et quand tu es à Grasse, eh ben, tu es confronté à toutes ces odeurs, tu es confronté à ce terroir, à ces champs de fleurs, à ces usines. Ça sent la menthe, ça sent la girofle, ça sent toutes ces odeurs. Et quand tu es gamin, eh ben, tu passes et inconsciemment, tu commences à t'imprégner de cette parfumerie grassoise. Donc tu es éveillé à tout ça, mais tu comprends pas ce qui se passe. Et puis un jour, comme toujours à Grasse, eh ben, un jour on est amené à travailler pour une parfumerie grassoise. Et moi, pour ma part, j'ai eu la chance de rentrer dans cette maison-là, au service de la famille Rodiska, chez Arrêt Parfum, où j'ai été préparateur. Et de fil en aiguille, de diplôme en diplôme, eh ben, j'ai pu reprendre cette continuité au niveau du business et créer un modèle économique un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'on travaille qu'avec des parfumeurs indépendants qui sont dans le monde entier. Et dans ces parfumeurs indépendants, donc parmi les plus belles écritures de la parfumerie, où on défend les valeurs des Rodiska, le parfum comme un art, on travaillait avec un parfumeur qui s'appelle Thomas Fontaine, qui est à Paris, qui est parfumeur indépendant, qui a une société qui s'appelle Palida, et il a été, en fait, il est rentré parfumeur maison au service de Jean Patou, qui à l'époque était indépendant. Et Thomas me pose la question, il me dit: Olivier, voilà, il faut absolument que dans le Joy de Patou, dans l'extrait, on remette de la rose de Grasse. Donc la rose à Grasse, ça paraissait facile au début. Donc je me renseigne auprès des différents fournisseurs, personne n'avait de rose centifolia grassoise. Et tout le monde disait c'est une plante qui est en voie de disparition. Et je trouvais ça un petit peu paradoxal parce que, au final, la vraie question c'était est-ce qu'il y a un besoin ou pas un besoin. Donc quand c'est comme ça, on appelle la papesse de la parfumerie, qui est Monique Rémy, et Frédéric, et je demande à Monique, je fais, est-ce tu pourrais nous présenter un producteur pour qu'on puisse aller voir simplement des champs de roses et pour essayer de démarrer une aventure. Et c'est là que Monique et Frédéric me font rencontrer Jean-Paul. Voilà, c'est comme ça que Jean-Paul, on va voir Jean-Paul, puis on vient sur ses champs, on lui fait perdre son temps avec nos clients, et nous on en tire un super avantage, et nous on lui fait juste perdre son temps. Et puis a démarré une aventure, voilà, on s'est apprécié, on a échangé, on s'est vu, on s'est beaucoup apprécié, et puis j'étais stupéfait de voir quand même quelqu'un qui avait autant de talent et de compétences dans son domaine d'expertise, eh ben, la production de roses. Dans ma famille, première expérience de roses chez la famille Isnard, au Plan de Grasse, 1848. Des plants qui avaient été amenés par monsieur Chiris. Bon, nous, c'était qui est de Chiris, c'est peut-être pas le patron. Mais... Et ça s'est développé petit à petit. Jusque les différentes guerres, ma famille, on a cultivé des roses. Moi, personnellement, j'ai arrêté en 1973. Pourquoi? Choc pétrolier, les industriels nous ont pas payé la récolte de suite, on n'a rien perdu, mais on a été payé sur 4 ou 5 ans. Maraîchage. Dans les années 85-6, par là, je fais la connaissance de la famille Mule, qui en 90 relance la rose et le jasmin. Quelques années après, on discute et puis il me dit: mais si tu m'en fais un hectare, je t'achète. Moi aussi sec, j'avais été élevé là-dedans. À la sortie de l'école, parce que mes parents n'avaient pas beaucoup, à 4h30, on ramassait la rose pour amener le lendemain à la parfumerie. Et de là, j'ai développé chez moi, encore avec la famille Mule, à travailler, disons ça, un peu plus professionnellement. Pas scientifiquement, mais professionnellement, analyse des sols, travailler tout pour... On est même allé jusqu'à essayer d'avoir des rendements supérieurs en concrète. Bon, le rendement c'est infime, mais bon. Et à partir de là, j'ai planté, j'avais 2 hectares de roses, quoi. La famille Mule, ils avaient toujours produit un tout petit peu pour Robertier, parce qu'ils sont de la famille, hein. Mais pas beaucoup. Et là, bon, Chanel, pour le même principe, exactement pareil, que le parfumeur de Chanel dit: mais ça, c'est pas de la rose de Grasse. Il faut trouver un producteur. Et bon, ils atterrissent chez Mule et ils développent ça énormément. Mule travaille plus qu'avec Chanel. Et puis, et moi, en connaissant, je rentre avec eux parce que leur production n'était pas assez importante, hein. On est rentré 2 ou 3 petits producteurs là, pour comparer à eux, hein. 1 hectare de roses, de rosiers.
s'ils sont travaillés correctement avec des bons clones, on fait 400 tonnes de récolte de moyenne. La moyenne, c'est sur 5 ans. Sur 5 ans, on a une très bonne, 2 moyennes et une très mauvaise. Ah, ça, c'est en gros, hein, on est dans ces eaux-là. C'est comme Jean-Paul, ça dépend de l'année aussi. Voilà, oui, c'est... Alors, Mais en moyenne... En moyenne, disons qu'on va s'étaler entre, pour 1 tonne, entre 1,5, je dirais, et 2,3, 2,4, hein, voilà. Kilos. Oui. Non, mais là, il parle en absolu. Exactement. Je suis en absolu. Nous, producteurs, quand le gars, quand j'ai travaillé avec Mule, tous les coups qu'il y avait 10 tonnes de roses, c'était traité. Et il me disait, ben, aujourd'hui, cette fois-là, on a fait, avec 400 kilos de roses, on a fait 1 kilo de concrète. Ou 1 kilo 100. Mais par contre, après, l'absolu, c'est un peu différent. Ça, là, c'est vraiment du travail. Oui, en fait, il y a l'extrait primaire, donc ce qu'on appelle l'extrait primaire. Donc, le but, c'est d'épuiser la fleur. Donc, on va faire nos 3 lavages avec un solvant qui est l'hexane, solvant volatile, et qui va permettre d'extraire tout ce qui peut l'être, en tout cas, mais pas forcément tout ce qui est intéressant à la sortie pour être utilisé dans le parfum. C'est-à-dire qu'on va extraire des cires, on va extraire des produits qui sont non solubles, des produits qui sont sans odeur. Et donc le but, effectivement, à la sortie, c'est ce qui reste, ce qui est parfaitement soluble, et donc qui a l'odeur recherchée. Et donc c'est pour ça que ça passe par 2 étapes. La première, l'extraction primaire, où on va extraire vraiment tout ce que peut donner la fleur. Et ensuite, le but, c'est de récupérer des parties solubles. Et c'est là, effectivement, que ça devient un peu plus compliqué. Mais en fait, moi, j'associe dans un tout, parce que l'expertise, elle passe vraiment par toutes les étapes. Il faut savoir, un certain temps, la traiter rapidement. Il y a une notion de dextérité, d'organisation, je dirais même logistique. Parce qu'on a beau avoir un bon appareil, si on fait attendre la rose, ça ne va pas aller. Donc il y a la notion de logistique qui est très importante. C'est pour ça que la coopération, pouvoir s'appeler et s'organiser, c'est très important. Payen Bertrand, en fait, c'est une boîte qui a plus de 150 ans et donc qui a construit sa réputation sur les produits grassois. Donc la violette, le foin, le mimosa, la rose. Donc c'était des produits... on était sur les produits de saison, et ensuite, pour faire tourner les appareils, on a ajouté des produits qu'on appelle auxiliaires, qui se conservent. Vous pouvez traiter des gommes, l'encens, la myrrhe, etc. Donc l'expertise au départ, elle était là. Mais effectivement, dans les années 70, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait plus de demande. Il n'y avait plus de demande sur la rose. Donc il y a eu un écart sur Payen Bertrand entre 70 et donc 2015. Il n'y a pas eu de rose. Il n'y a pas eu de rose, d'extraction primaire de rose centifolia. On achetait des concrètes en Bulgarie, au Maroc, en Turquie, et on faisait de l'absolu. Le savoir-faire absolu, lui, il était là. Mais faire venir de la pétale de rose chez Payen Bertrand, il y a eu un gros trou. Et effectivement, en 2015, ça a été le grand retour. On a ressorti des vieux modes opératoires. Et donc, ça a été l'attraction, puisque tout le monde était curieux de voir un peu, de voir ces fleurs, parce que bon, c'est la fleur star. Hein. Dans cette continuité, donc on a Jean-Paul qui cultive ses roses, et l'élément important, c'était avoir une société qui puisse nous faire l'extraction, ce que fait Frédéric. Et donc, on a sollicité Payen Bertrand pour le faire, et donc par l'intermédiaire de Michel Cavalier, Beltru qui travaillait ici, et Vincent et Éric Proal, eh ben on les a sollicités. Et moi j'ai des souvenirs où dans les aéroports à l'embarquement, j'ai fait « Tu vas me traiter ma rose ou tu vas pas me la traiter ?» Il fait « Olivier, c'est compliqué, les extracteurs sont pris, etc. » C'était pas facile, donc il a fallu en parler régulièrement. Et puis un jour ils m'ont dit « Banco ». Et le banco, c'était qu'on avait tous les éléments. On avait la filière dans toute la verticalité, du producteur jusqu'à la marque. Donc on avait la demande et il fallait que nous on puisse fournir avec une offre qui correspondait à tout ça. Et du coup, l'élément déclencheur, c'est qu'il a fallu se parler, parce que c'est une aventure humaine avant tout. Et on s'est retrouvé dans ce bureau d'Éric, en fait, avec tous les intervenants. Et on s'est dit, maintenant, on a envie, on veut accomplir, moi personnellement c'était un rêve, pouvoir fédérer tout ça
et enfin tout ça, tout ce monde, et se dire comment on va faire, ben là, il y a de la magie dans ça. Il y a vraiment un côté magique où on s'est dit, ben voilà, cette rose, il va falloir l'amener. Frédéric parlait de la logistique, elle est très importante parce que les roses, Jean-Paul va nous l'expliquer, elles s'abîment très vite. Et il faut l'amener à quelle heure, il faut remplir l'extracteur, il faut le vider, il faut, etc., etc. Donc cette réunion, c'est un élément fondateur parce que c'est le début de notre aventure, c'est le début de l'innovation, c'est le début aussi de notre aventure où on a pris beaucoup de plaisir et on continue à en prendre par rapport à cette aventure-là. Donc ça, c'est ça qui est important. Et la partie magie, pourquoi la rose amène cette lumière et cette joie, eh bien ça, c'est la magie de la rose. Ça, je ne sais pas. On cueillait les gosses à 95%, on l'a stocké et on l'a livré le lendemain. Soit c'est des gens qui l'ont ramassé dans les petites propriétés, ils l'ont amené à l'usine. Quand j'ai commencé à travailler avec Mule, ça a été fini. Cueilli, porté. Et quand on a commencé à travailler avec eux, là, c'était encore plus rigoureux parce qu'on portait, je leur fournissais de la rose cueillie de 6h à 8h, avant qu'elle prenne le soleil. Et les premiers essais, c'est pour la petite histoire, le gars qui a traité la première fois, il était à 2 ans de la retraite. Hein. Immédiatement, il a formé quelqu'un pour avoir la continuité. Donc, et là, après, il y a eu, on a commencé à 80 kilos, et puis 100, et puis 120, et puis 140, 180. Et là, c'est Fred qui a trouvé, c'était 120 kilos, le meilleur résultat olfactif. Je dirais qu'en fait, on s'adapte à la capacité de l'appareil, voilà, tout simplement. Hein. Mais à vouloir trop en mettre, ce qui va se passer, c'est que vous allez tasser trop. Il y a un effet de tassement qui va nuire forcément. Il faut quand même. C'est pour ça qu'on met des paniers et on les remplit correctement. Le but, c'est pas d'en mettre le plus possible, de tasser tout ça. Non. Donc chaque appareil a vraiment son poids qui est lié à un petit peu de végétal. Et à partir de là, il y a la quantité de solvant adéquate qu'il faut mettre en œuvre. Et ensuite, on passe sur les temps d'opération qui doivent déminuer, les températures. Voilà. Donc il y a tout cet échelonnement qui doit être respecté pour arriver à l'excellence. Déjà pour moi, j'ai été élevé dans la rose et le jasmin. Pour des raisons financières, on est venu de maraîcher. Mais là, c'était invivable. C'est comme si quelqu'un qui fait de l'élevage. Hein. C'est pareil, il n'y a pas de dimanche, il n'y a rien du tout. Ma femme, elle partait avec un 10 tonnes au marché Garanis, hein, à 2 h du matin. Bon, soit, ça on peut couper. Mais après, ce qui a été une grande satisfaction aussi pour moi, déjà quand on a commencé à travailler avec Mule, on savait où allait notre rose. Et là, avec Olivier et Thomas, ça a été encore bien plus poussé parce qu'il nous a menés. C'est une satisfaction énorme pour le producteur qui dit ben ça c'est un parfumeur qui vient de New York, qui vient. Et puis ils ont même fait des petits films pour des. Et ça c'est magnifique, mes cueilleuses elles étaient heureuses, elles ramassaient le double. Hein. Nous, c'est de la Santifolia de Grasse. Alors je ne sais pas si c'est un hybride, comment elle a été créée ou comment elle s'est créée. Mais ce qui est de l'autre côté de la Méditerranée, c'est dans la Damas. Si on la regarde, il y a très très peu de différence, mais quand on la met dans le nez, il y a beaucoup de différences. Comment définir cette rose grassoise très particulière? Ben pour nous, c'est un gant de velours dans une main de fer. C'est-à-dire qu'elle a toute la douceur, le velouté, la délicatesse, mais elle a aussi la verticalité, la puissance qu'on demande à une matière première pour qu'elle tienne un parfum. Et donc, elle est à la fois douce et puissante. Et ça, c'est ce qu'on demande comme caractéristique à une matière première, parce qu'elle va nous amener la délicatesse, donc à facetter un parfum, mais aussi elle va le structurer. Et donc ça, c'est très très important d'avoir des matières premières qui soient robustes dans un parfum pour sa construction. Donc c'est ce qui va nous amener le volume, la naturalité. Et cette rose-là, elle a cette puissance-là. Donc c'est plus une histoire de prix mais c'est surtout ce ratio en performance de cette matière première par rapport à un prix donné. Et à ce stade-là, et c'était ça qui était intéressant dans cette aventure-là, c'est se dire, est-ce qu'au final, cette matière première n'est plus utilisée parce qu'elle est trop chère et qu'elle finalement elle n'a pas d'intérêt?
ou est-ce que c'est parce que petit à petit elle était trustée, ou elle était le monopole de certaines très très belles sociétés, et qu'au final c'était important de la remettre au Cardex pour les parfumeurs. Et avec 5 ans de recul, aujourd'hui les volumes n'ont fait qu'augmenter, la demande est là, on en manque même dans les années un petit peu difficiles, et donc il y a une vraie réalité commerciale, et cette matière première a toute sa place dans la palette du parfumeur. C'est pas simplement cette matière première qui vient de Grasse, etc. Non, non, elle va dans le prolongement aussi de ce qu'on a fait avec l'UNESCO, c'est-à-dire ces savoir-faire. Au final, eh ben oui, nos anciens cultivaient cette rose, et elle avait un intérêt certain, et elle a un intérêt certain. Elle est à la fois, c'est à la fois nos racines, mais c'est aussi la modernité et on va dire cette matière première qu'on va utiliser demain. Donc il y a vraiment cette idée que cette rose a toute sa place dans la palette, et qu'aujourd'hui, on a réussi à travers notre aventure, notre histoire, qui est aussi une aventure humaine, à montrer, on va dire, à la profession qu'elle a un intérêt. Et aujourd'hui, on voit le succès de cette rose-là, parce que tout le monde vient à Grasse pour voir cette rose. Donc ça, c'est très très intéressant. Et quand on s'est rendu compte de ça, on a décidé d'aller raconter notre belle histoire à Paris. Donc dans le cadre de l'Osmothèque, on est tous montés, donc Jean-Paul avec sa femme, les équipes de Payan-Bertrand, Thomas qui était là-bas, et on a raconté notre histoire. Et à Paris, ils étaient un petit peu stupéfaits en disant la rose de Grasse existe encore, quoi. C'était un petit peu ça, et un peu qu'elle existait encore, et ça a donné de la modernité, de l'envie à toutes ces sociétés. Et aujourd'hui, on voit l'engouement que toutes ces sociétés, au-delà du label UNESCO, mais ils viennent aussi parce que le terroir et l'écosystème est particulier, et les savoirs sont là, à la fois avec les producteurs, les transformateurs, et dans l'art de composer le parfum avec les parfumeurs. Et nous, notre vision en tant que on va dire, mélangeur pour réaliser les formules avec l'éthique et le sérieux qu'il faut. Quand j'ai débuté, bon, la rose, en gros, elle valait un peu plus de 5 € le kilo. Et suite à une étude de coût qu'a fait le groupe Mul, un beau jour, je mène ma rose, et puis quelques temps après, mais Jean-Paul, il faut passer au bureau. Ils m'ont refait un chèque à peu près du double du prix. Et à partir de là, ça s'est su bien entendu, mais tous les gens qui avaient la possibilité de produire, ben, ils se sont intéressés. Et c'est pour ça que au niveau de la production pure, les gens ils s'intéressent. Ça devient quelque chose de économiquement rentable, alors qu'avant, c'était limite. Je vais terminer un peu sur le mélange entre la magie et la magie de cet ingrédient, et puis le côté plus développeur. Moi, donc, je suis un directeur R&D, et mon but, c'est de développer des spécialités pour la parfumerie de luxe. Donc, c'est toujours le but ultime, hein, surprendre, mais surtout avoir cette qualité. Et tout à l'heure, on évoquait le fait de partir d'une concrète. Bien, l'expérience, en tout cas, m'a appris que pour maîtriser un produit, il faut partir du végétal et aller au bout. Et là, effectivement, on a toute l'histoire. On a tout l'humain, du début à la fin. Et si on enlève une étape, alors après, ça se retrouve sous forme de questionnaire pour un fournisseur. Et là, on n'est plus du tout dans la même situation. Et en tant que développeur, j'ai travaillé en Indonésie sur d'autres produits. Le fait de pouvoir jouer directement sur la première étape, ça ouvre des horizons sur la deuxième partie. C'est-à-dire qu'une vraie spécialité, elle n'est bonne que si on maîtrise et on peut additionner les différences pour à un moment donné apporter la qualité et surprendre, ou en tout cas apporter vraiment ce que cherche un parfumeur, je dirais de marque, amoureux du nature. Chaque année, ça a été amélioré. Donc ça a été amélioré dans la rose, dans tout ce que faisait Jean-Paul, qui était déjà la perfection, mais aussi dans l'extraction, chez Payan-Bertrand. Chaque année, ils ont évolué, ils ont travaillé sur le solvant, avec des choses très particulières. Chaque année, ils ont peaufiné, ils ont amélioré pour avoir un produit qui est très joli, mais techniquement et réglementairement aussi, qui est parfait. Donc ça a amené aussi de l'innovation, et donc on est vraiment, c'est des racines et des ailes, hein, on aimait bien cette idée-là, c'est-à-dire les racines et les savoirs, mais pour performer, et pour performer de demain. Ça c'est important. Et moi je voulais, pour conclure un petit peu, comme on est un petit peu dans le pays de Saint-Exupéry, mais une autre histoire, c'est un peu une citation de Saint-Exupéry. C'est fais de ta vie un rêve, et fais en sorte que ton rêve
voilà, mets tout en œuvre pour que ton rêve soit réalisé. Et ben aujourd'hui, moi, grâce à ces messieurs, grâce à Payan Bertrand, grâce à Thomas, grâce à tous ses amis, on a réussi à réaliser une aventure. Tout le monde nous disait que c'était impossible. Et ben cette aventure, on a réussi à la vivre. On est là, on est devenus amis. Donc ça, c'est quand même important. Au-delà de la parfumerie, etc., il y a des belles histoires. Et donc aujourd'hui, il y a de vraies amitiés entre les différents protagonistes. Et on est très fiers aussi de cette aventure humaine et des produits qu'on a réussi à fabriquer et à réaliser.